Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de 100% Sport, votre quotidien sportif. Aujourd'hui, nous allons passer 2 heures ensemble. Qui compose cette émission? À ma gauche d'abord, Rémi Lobligeois, médecin du sport. Bonjour. Et à ma droite, il nous fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui, Alexandre Fantou, joueur de l'équipe de France de handball. Merci à vous. Chers téléspectateurs, je vous rappelle que vous pouvez réagir sur le hashtag de l'émission 100% Sport en posant vos questions à nos invités. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet spécial, le dopage. Souvenez-vous, c'était il y a quelques mois aux Jeux Olympiques de Rio. Grosse déception pour Camille Lacour qui est arrivé cinquième à la finale du 100 mètres d'eau. Le nageur français a poussé un coup de gueule quelques minutes après sa course. Je vois le podium du 200 mètres, ça me donne envie de vomir, a-t-il dit. Et il accuse directement le chinois Sun Yang qui a décroché l'or sur le 200 mètres nage libre. Sun Yang, il pisse violet. Voilà les mots francs-parler du nageur français. Déclaration choc donc, et l'occasion pour nous de nous intéresser à un sujet tabou dans le sport, le dopage. Alors j'ai envie de vous demander, dans un monde qui valorise la performance et la compétition, le combat est-il perdu d'avance pour les partisans d'un sport propre? Pour nous apporter des éléments de réponse, Théana Pavi, envoyée spéciale en Chine. Alors Théana, qu'en est-il des accusations de dopage à l'encontre du nageur chinois Sun Yang? Des réactions? Oui, bonjour Antoine, bonjour à tous. Je me trouve actuellement devant le stade du bassin olympique de Pékin. Et effectivement, je peux vous dire que les déclarations de Camille Lacour ne sont pas vraiment passées inaperçues dans l'empire du milieu, puisque les journaux nationaux se sont empressés d'en faire leur une au lendemain des Jeux Olympiques. C'est d'abord sur les réseaux sociaux que les Chinois ont exprimé leur colère. Ils ont posté de nombreux messages d'insultes à l'encontre de Camille Lacour. Et tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne fait pas bon pour le nageur français de se rendre en Chine. Je cite, « Tu peux goûter l'urine de Seine et découvrir qu'elle a le goût du vin français. » Plus sérieusement, Camille Lacour n'est pas le seul sportif à s'être plaint des pratiques du chinois, puisque quelques jours auparavant, un Australien avait déjà fait part de ses doutes concernant l'utilisation de substances prohibées ou non. Bien que la Fédération internationale de natation ne se soit pas encore prononcée suite à ces accusations, il faut savoir que Sun Yang avait déjà été contrôlé positif en 2014 à la triméthazine, une molécule interdite par le règlement international, et par ailleurs retire du marché français à cause de ses effets secondaires. Merci Théana pour ces précisions. Alors messieurs, que pensez du silence de la FINA, la Fédération internationale de natation, à ce sujet? Plus généralement, ne devrait-on pas bannir à vie les athlètes condamnés pour dopage? Monsieur Lobligeois. Oui, alors avant de répondre à votre question, j'aimerais apporter une petite précision sur ce que l'on vient d'entendre. Juste préciser qu'à l'origine, la molécule de triméthazidine était préconisée pour les traitements de problèmes cardiaques, mais qu'en 2010, elle a été retirée du marché français face aux trop nombreux effets secondaires. Ce produit dopant est donc interdit aux sportifs, sauf pour ceux qui en auraient vraiment besoin pour des usages thérapeutiques. Donc c'est ce qu'on appelle les AUT, les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques. Ensuite, pour répondre à votre question, je pense qu'il est très difficile de mettre en place des mesures si radicales. Et le cas de Sun Yang en est un très bon exemple. J'ai appris qu'il avait eu recours à cette substance pour le traitement médical d'une maladie cardiaque et non pour améliorer ses performances sportives. La FINA lui a reproché de ne pas avoir déclaré à l'avance la prise de ce médicament, ce qui doit normalement être fait et étudié. Après, dans un tel cas de figure, je pense que radier le sportif à vie de toute compétition est une absurdité. Après, en cas de récidive... Oui, bien sûr. Monsieur Fantou, êtes-vous surpris par les déclarations de Camille Lacour? Et dans le handball, avez-vous déjà été confronté à des cas de dopage? Surpris, malheureusement le dopage il a existé et il existe toujours dans le handball. Ouais. Et il existe aussi, comme dans toutes les autres disciplines, il y a des gens qui trichent. Mais maintenant, aujourd'hui, il y a vraiment des organismes qui sont spécialisés, qui sanctionnent ces gens-là. Malheureusement, c'est pas assez suffisant. Et mais je ne pense pas qu'il existe de dopage organisé. Je pense que tout part d'une volonté individuelle. Mais ceux qui se dopent, je ne comprends pas parce qu'ils n'ont pas vraiment compris l'essence même du sport. Je ne peux pas croire qu'ils se lèvent tous les matins et qu'ils puissent se regarder dans une glace. Pour moi, c'est juste pas possible. Ensuite, on a un deuxième cas de figure comme André Agassi qui a été couvert par sa fédération internationale après un contrôle positif pour conserver Oui, mais l'intérêt du sport. justement, avez-vous côtoyé des joueurs dopés?
Geoffrey Kranz. J'ai joué avec lui à Saint-Raphaël, il s'est dopé, personne ne l'a forcé à se doper. On lui a certainement suggéré, il y a des circonstances, il revenait de blessure. Mais certainement. Mais vous savez, aujourd'hui, on a un phénomène dont on parle peu ou pas assez. Tous ces préparateurs physiques qui prennent les joueurs à côté d'eux et qui leur promettent d'être champions s'ils se dopent. Il y a aussi la notoriété, l'appât du gain, la pression médiatique des familles d'une nation. Mais justement- vous savez, maintenant on parle de sport business. Parce que plus il y aura de spectacles, plus l'affluence dans les stades ou autres sera importante. Et plus il y aura d'argent qui rentrera dans les clubs, les fédérations. Mais justement, du coup, les clubs ou les fédérations ne cachent rien, parce que, encore une fois, les jeunes dopés ou ceux qui veulent témoigner parlent toujours d'initiatives individuelles dans la prise de produits dopants. Est-ce que finalement, les clubs n'auraient pas tendance à se protéger? Mais comme je vous l'ai dit, je ne pense pas qu'il existe de dopage organisé, même si quelques clubs ferment les yeux dessus. Mais vous savez, quand un joueur est compétitif, mais on a évidemment tendance à fermer les yeux sur ce qui peut lui causer du tort. Évidemment, il y a des facteurs que nous avons déjà énumérés, on ne va pas revenir dessus, qui peut favoriser le dopage, mais c'est avant tout une initiative personnelle. Après, c'est la responsabilité des clubs et des fédérations de mettre en place un climat qui ne favorise pas ce recours. Merci Alexandre. Nous avons la chance en direct d'avoir Yulia Stepanova, l'athlète russe qui a dénoncé la Russie d'organiser un dopage à l'échelle nationale. C'est une lanceuse d'alerte, une héroïne de la lutte antidopage qui, malgré les risques, a eu le courage de dénoncer un système de triche organisé, provoquant ainsi un des plus gros scandales sportifs et remettant en cause la présence de la Russie aux compétitions internationales. Bonjour Yulia, merci d'avoir accepté de nous parler aujourd'hui. Hi. Alors vous avez couru pour l'équipe nationale russe entre 2010 et 2014 et vous avez participé au championnat d'Europe et du monde en 800 mètres, atteignant un record de 1 minute 59 secondes. En juin 2014, vous avez reconnu avoir recours à des produits dopants et avez décidé de dénoncer cette pratique nationale. Yeah, that's it. You know, every athlete knew that everyone was doped. Everyone wanted to dope. The Olympic champions are not that the treatment amazing, really. When I was selecting the national team, I realized that the reality was not what I did. In fact, many champions are not gold, so I can't consider as champions. C'est cette réalité qui vous a poussé à dénoncer cette pratique ? Yeah, that's what I disputed. I would like to the press, the people, you mean these people who are in fact just liars and choppers. Et vous finalement, qu'est-ce qui a motivé votre prise de produits dopants ? C'est votre fédération qui vous y a incité ? I started very early. After the Junior European Championship, I got placed through. And that's the moment when the question of doping came to me. Made me just a little things to have an Olympic qualification of London in 2012. My coach says that everyone dopes, and if I wanted to success for London, I must use this needed too. Et justement, à quel produit dopant avez-vous eu recours ? I use EPO, then steroids, testosterone. D'accord, très bien. Et aujourd'hui, vous êtes réfugié politique au Canada, sous protection. Yeah, that's it. Merci Yulia Stepanova, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et d'avoir pu répondre à nos questions. Et encore un grand bravo au nom du sport pour tout ce que vous avez fait. Thank you too. It was a pleasure. Voilà, donc de la testostérone, des stéroïdes, de l'EPO, des produits dopants assez communs et classiques finalement que l'on retrouve dans tous les sports. Oui, effectivement, on constate qu'on est souvent confronté aux mêmes produits, mais sous des molécules différentes. Jamais les possibilités pharmacologiques de se doper n'ont été aussi importantes. Il existe des centaines de produits indétectables et c'est ceux-là que les sportifs utilisent. Ils sont souvent entourés d'une équipe médicale très compétente qui met au point des molécules, pas encore en circulation sur le marché, ce qui entraîne un marché noir du dopage, un marché très rentable. Justement, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la nature de ces produits dopants ? Bien sûr. Alors l'EPO par exemple, il s'agit d'une hormone contenant un fort taux de glucides, injectée par voie sanguine afin d'augmenter l'endurance et donc la performance, surtout pour les cyclistes et les marathoniens. Parfois, l'amélioration de la vitesse des cyclistes utilisant l'EPO est évaluée à environ 10%. Souvenez-vous, au Tour de France de 2008, c'est l'Italien Riccardo Rocco qui avait été contrôlé positif à l'EPO. Oui, je me souviens, Riccardo Rocco, l'affaire a fait scandale à l'époque. Alors, bien sûr, comme tous les produits dopants,
ce type de pratique peut avoir des conséquences graves, parfois même mortelles. En effet, l'injection d'EPO augmente chez un individu la quantité de globules rouges au cours d'un effort physique prolongé. Le sportif qui a recours à un tel procédé est susceptible de voir son sang s'épaissir et former des caillots de sang. Dans ces conditions, les accidents vasculaires cérébraux ne sont pas rares et une défaillance cardiaque peut même survenir. C'est d'ailleurs une des causes qui expliquerait le nombre de plus en plus élevé de morts par arrêt cardiaque de sportifs de haut niveau ces dernières années. N'oubliez pas que vous pouvez réagir sur l'hashtag de l'émission 100% Sport sur Twitter. Et justement, une première question qui nous vient de la Somme avec Fabien, 32 ans, et qui demande « Sous quelle forme les produits dopants sont-ils administrés ?» Comme je disais pour le PO, la majorité des produits dopants se fait par injection sanguine. Cependant, il existe différentes sortes d'administration. Certains anabolisants, c'est-à-dire les produits destinés à augmenter la masse musculaire, peuvent être administrés par voie orale, ou même maintenant par simple contact avec la peau, même si c'est pas très répandu. Deuxième question sur le hashtag qui nous vient de Jocelyne de Franche-Comté. Il est si difficile de mettre en place des contrôles efficaces, pourquoi tout simplement ne pas autoriser le dopage Je vous arrête tout de suite, c'est complètement impensable parce que premièrement, ce serait se rabaisser à des pratiques de tricheurs et puis ça offense complètement, ça va à l'encontre des valeurs du sport avec l'équité, le respect, le dépassement de soi. C'est vraiment impensable pour moi et puis ça amènera une course à l'armement avec des technologies de pointe, des produits ultra performants. Il y aurait aussi deux problèmes majeurs avec la non-recherche des sportifs de haut niveau, mais plutôt de cobayes de la science. Et il y aurait aussi un problème de moyens entre les différentes fédérations, parce que ça demande quand même des moyens, un petit budget. Et qu'est-ce qu'on ferait aussi d'une éducation des jeunes comme ça, basée sur la triche ? Il n'y aurait pas de meilleur ou de moins bon, ce serait vraiment basé sur des machines. Je partage totalement votre avis. Je pense également qu'il s'agit d'un problème de santé publique. N'oublions pas que ces produits dopants sont extrêmement dangereux pour l'organisme. Les effets secondaires se comptent par centaines. Cancer, impuissance sexuelle, troubles cardiaques ou encore troubles physiques. Les substances dopantes ne respectent pas les rythmes naturels du corps et provoquent des dysfonctionnements très sérieux. Alexandre, vous confirmez ce que le docteur Lobligeois a remarqué, ces problèmes de croissance du fait d'une pratique sportive trop intensive ? Tout à fait. Vous savez, dans les centres de formation, que ce soit dans le rugby, le handball, le football, il peut être demandé, et souvent demandé d'ailleurs, des performances beaucoup trop excessives aux jeunes, dans le but de signer leur premier contrat pro, ce qui est quand même l'objectif premier. Il m'est déjà arrivé d'entendre parler de cachets, pas de substances dopantes en elles-mêmes, mais des cachets, des rééquilibrages, des vitamines, ou encore des compléments alimentaires qui s'inscrivent dans le programme d'entraînement des jeunes, mais tout ça sans l'avis des parents. Oui, mais alors justement, j'en profite pour vous poser la question de Sonia. Quelle est la différence entre les substances dopantes interdites et les compléments alimentaires ou médecine parallèle autorisée ? Oui, donc il y a une limite entre le dopage et le naturel. Une substance est considérée comme dopante selon l'AMA si elle répond à 2 critères sur 3. L'amélioration de la performance, lorsqu'elle présente un risque avéré pour la santé et lorsqu'elle est contraire à l'esprit sportif. Après, bien sûr, elle est considérée comme dopante si elle masque d'autres produits interdits. Une personne qui s'entraîne tous les jours aura forcément des carences. Après, elle peut avoir le choix. Soit elle mange beaucoup d'aliments riches en fer, par exemple, si elle a une carence en fer, soit elle prend des compléments alimentaires. Donc, vous parliez de compléments alimentaires, justement. Il n'y a absolument pas du dopage. Par exemple, les protéines en poudre utilisées en musculation sont à peu de choses près ce que l'on donne aux bébés, sauf qu'on a retiré les lipides et les glucides. Après, vous parliez de cachets. Je vous coupe tout de suite parce que je pense que les compléments alimentaires sont les prémices quand même du dopage, c'est le même objectif. Vous savez, dans les centres de formation, les jeunes sont présents pour leur éducation sportive, mais aussi en tant qu'hommes. Et malheureusement, à travers leur naïveté, on leur fait croire qu'en trichant et en modifiant leur morphotype, c'est-à-dire les qualités musculaires, mais aussi génétiques, ils pourront avoir une carrière professionnelle. Mais alors, c'est bien le club qui pousse les joueurs à se doper dans ce cas. Comme je le disais tout à l'heure, il peut y avoir des incitations, mais ça reste très marginal. Je pense qu'il est très facile maintenant de nos jours de commander via internet ou je ne sais quoi pour qui que ce soit des produits dopants. Et ça peut être aussi motivé par des failles dans l'adéquation entre les joueurs et le club en termes de résultats. Mais
justement, est-ce que c'est pas cette compétition acerbe et cette recherche du résultat toujours plus ambitieuse finalement, est-ce que ce n'est pas ça la cause de la montée du dopage? Si, bien sûr, cela ouvre la porte à beaucoup de travers, notamment le dopage, surtout quand on voit les enjeux financiers dans le sport. Mais il faut faire comprendre à tous ces jeunes qui rêvent de carrière professionnelle qu'il n'y a pas de place pour tout le monde et que un échec dans le sport ne signifie pas que l'on a raté sa vie. Il faut avoir ce discours responsable. Quand on est jeune, prendre des produits dopants, c'est croire qu'on peut y arriver. Mais en réalité, pour réussir dans le sport, le seul produit à consommer, c'est le travail. Oui, je comprends bien votre idée, mais comme nous demandent beaucoup d'internautes, quel intérêt pour un sportif de pratiquer un sport sain s'il sait que les mesures antidopage sont inefficaces? Premièrement, il y a les valeurs du sport sur lesquelles nous ne reviendrons pas, on en a déjà assez parlé. Mais deuxièmement, il ne faut pas croire que les instances internationales sont inefficaces. Au contraire, il y a quand même un manque de budget qui se fait notamment ressentir dans les agents de contrôle antidopage qui sont 56 000. Il en faudrait 70 000 pour maintenir l'intégrité du sport. Oui. C'est quand même considérable. Je ne veux surtout pas que les téléspectateurs pensent que l'AMA est complice de tous ces écarts, Oui. mais qu'elle a du mal à rivaliser avec les technologies de pointe. Mais il y a eu la création de ces agences associations, on l'a vu donc, antidopage, mais le nombre de dopés n'a pas diminué pour autant. Donc, et le dopage d'ailleurs aujourd'hui est plus présent que jamais dans le sport. Monsieur Bijois. C'est vrai, mais je pense que le problème ne réside pas dans les contrôles eux-mêmes. En fait, lorsqu'en 2005, les États ont signé la convention de l'AMA, ils se sont engagés à harmoniser leur législation. Mais l'AMA n'a pas réellement un rôle opérationnel au sein des pays. C'est-à-dire que le contrôle des sportifs est à la charge des fédérations. Et c'est à eux qu'il revient de traquer les tricheurs. Et tout le problème est bien là. C'est-à-dire? Eh bien, c'est-à-dire que dans un cas comme la Russie, où le dopage est structuré et organisé, l'AMA n'a pas le pouvoir d'agir directement au sein de ces pays. Et c'est à la fédération d'agir, mais dans la mesure où celle-ci est impliquée, vous comprenez? Oui, bien sûr, dans un tel cas, les organismes antidopage voient leur action très limitée. En duplex, nous avons joint Thomas Capdeville, administrateur du département antidopage de l'IAAF. Monsieur Capdeville, merci de répondre à nos questions. Bonjour, c'est un plaisir. Alors, nous parlions justement des contrôles antidopage. Monsieur Capdeville, pourriez-vous nous expliquer comment se déroule un contrôle? Alors le système mis en place réside sur 2 périodes, les compétitions et les périodes hors compétition. Dans le premier cas, pendant les compétitions, notre contrôle est basé sur le classement des participants. Par exemple, sur une course, les 3 premiers coureurs vont être ciblés et on en tirera quelques-uns au sort aussi. Mais aussi, les sportifs ayant déjà dérapé peuvent aussi être pris pour cible. Nos agents de contrôle attendent les athlètes sur la ligne d'arrivée pour réceptionner justement les athlètes désignés. Ensuite, ils sont escortés dans une zone de sécurité où ont lieu les prélèvements. Le test le plus courant est le test urinaire. Pour ce test, l'athlète est amené dans une salle de bain équipée de miroirs. Un agent de contrôle de même sexe se tient près de l'athlète pour vérifier la véracité et la provenance des urines. C'est-à-dire? Non, je suis très sérieux. Vous savez, Mike Tyson, le boxeur américain, a avoué dans une récente interview qu'il avait eu recours à un faux pénis rempli d'urine propre. C'est pour vous dire que les sportifs ne manquent pas d'imagination pour dissimuler les traces de dopage. Ah oui, effectivement. Et ensuite, quelle est la procédure à suivre pour les analyses des échantillons? Les échantillons sont amenés dans un des 35 laboratoires accrédités par l'AMA. Chaque athlète en fait fournit 2 échantillons dans 2 flacons. Un pour l'analyse et un est conservé pour justement la contre-expertise. Ensuite, les échantillons sont analysés parmi une banque de données contenant plus de 400 molécules. À savoir que chaque année, l'AMA évidemment actualise sa banque de données des substances interdites. Et combien d'athlètes sont suspendus chaque année? Chaque année, c'est environ 3000 athlètes qui sont suspendus par leur fédération. Alors bien sûr, pendant les périodes de compétition, les contrôles antidopage sont très fréquents, donc on compte peu de sportifs contrôlés positifs, car ceux-ci savent parfaitement qu'ils risquent d'être contrôlés. La majorité des cas de dopage sont établis en dehors des périodes de compétition. Donc, dans quelles conditions ont lieu ces contrôles? Est-ce à domicile, sur rendez-vous? Et effectivement, les contrôles antidopage sont totalement aléatoires et imprévisibles, mais ils se font généralement au domicile de l'athlète. Nous avons à l'instant une question d'un internaute sur l'hashtag de l'émission qui se demande qu'est-ce que le passeport biologique? Et le passeport biologique correspond à l'évolution des données biologiques de l'athlète.
Alors je m'explique. Lorsqu'un contrôle antidopage est effectué sur un athlète, par exemple une prise sanguine, les analyses sont gardées pendant la durée de la carrière du sportif. À chaque nouveau contrôle, les données sont comparées afin d'observer l'évolution des données de l'individu. Et l'ensemble de ces données collectées sur plusieurs années constitue le passeport biologique. En 2010, Francesco De Bonis a été le premier athlète condamné à cause de son passeport biologique. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que M. Capdeville vient de nous dire. Le passeport biologique est un nouvel élément dans la lutte antidopage. À défaut de nous révéler les substances ingérées par un athlète, elle nous montre les effets sur l'organisme. En fait, on mesure les marqueurs sanguins. Donc, ce sont des marqueurs biologiques, normalement relativement stables, mais qui peuvent varier lorsqu'un athlète consomme des substances dopantes telles que l'EPO. Et donc ce sont justement ces variations qui permettent de confondre un athlète dopé. Est-ce que finalement, ce ne serait pas comme une méthode de dissuasion pour montrer que même s'il échappe au contrôle pendant sa carrière, un athlète dopé peut être confondu plus tard? Tout à fait, à savoir que les échantillons peuvent être gardés sur une durée de 10 ans afin justement de condamner les sportifs des années plus tard lorsque la substance a été découverte par les chercheurs. Très bien, merci d'avoir été avec nous, Monsieur Capdeville, vous avez passionné nos téléspectateurs. Ce fut un plaisir. Monsieur Le Bijois, nous avons une question sur le Twitter de Pierre qui demande si les produits dopants peuvent avoir des effets néfastes et à long terme. Figurez-vous qu'actuellement des recherches sont menées dans ce domaine et je peux ainsi vous affirmer à 100% que oui, les produits dopants ont des effets à long terme et pour tout vous dire des effets néfastes. Après bien sûr, ça dépend de la quantité et des substances qui ont été prises. Cela peut conduire à des paralysies, à des troubles cardiovasculaires, à des troubles psychologiques comme l'agressivité ou encore la dépendance. Malheureusement, ces déviances médicamenteuses sont d'autant plus à craindre chez l'enfant en pleine croissance. On a donc vu qu'on pouvait se doper en prenant des médicaments. Y a-t-il d'autres moyens? Tout à fait, il y a tout d'abord le dopage chimique regroupé en deux parties, la testostérone et ses dérivés synthétiques. Donc qu'est-ce que c'est que les dérivés synthétiques? C'est les dérivés de la testostérone qui est l'hormone sexuelle mâle. Ces produits, comme la nandrolone, développent les tissus de l'organisme, les muscles, le sang. Ils permettent d'augmenter la force, l'endurance, la puissance, l'agressivité et bien sûr, après une blessure, la récupération. Certains agents anabolisants diminuent les douleurs, en particulier articulaires. La deuxième partie, donc, c'est l'hormone de croissance qui stimule la croissance de tous les tissus de l'organisme, surtout les os et les muscles, par stimulation de l'incorporation des acides aminés et de la synthèse des protéines. Donc c'est le rôle de l'hormone GH par exemple. Et justement, dans la presse, en ce moment, on parle d'un type de dopage nouveau, le dopage du futur, le dopage génétique. Effectivement, le deuxième type de dopage, donc c'est le dopage génétique, qui est apparu récemment et bien plus tardivement que le dopage chimique. Il consiste à injecter dans les muscles des gènes qui sécrètent des protéines capables de réparer ces muscles et de les faire grossir ou de les rendre plus résistants. Merci Monsieur Bijois, merci Monsieur Fantou, merci de s'être déplacé sur le plateau de 100% Sport. On se retrouve, chers téléspectateurs, après la pub avec de nouveaux invités.